Bonjour à tous, que vous m'entendez? Parfait. Merci d'être venu à ce webinaire aujourd'hui. Je vais commencer l'introduction le temps que les derniers retardataires arrivent. Check. Donc, ce webinaire fait en fait partie d'un webinaire plus important qui est intitulé Regard croisé sur l'intelligence artificielle dans les sciences de l'eau, qui du coup sera en deux parties. Donc, la première partie a lieu aujourd'hui, elle s'appelle Parole aux étudiants, et elle fait appel donc à des étudiants du master IWS et à un doctorant afin de présenter en fait nos utilisations des IA dans les sciences de l'eau, nos travaux qu'on a fait qui ont eu recours à ces technologies, et puis aussi de discuter de nos perceptions, de nos interrogations et aussi de nos perspectives sur les intelligences artificielles. Donc, la deuxième partie de ce webinaire, elle est intitulée De la théorie à la pratique. Elle aura lieu vendredi de 14h à 15h30 et elle va réunir des chercheurs et des ingénieurs qui travaillent dans les sciences de l'eau et qui vont, eux, présenter des exemples concrets, en fait, de leur utilisation des IA pour leurs travaux. Tac. Donc, concernant le programme d'aujourd'hui, en premier, on aura les étudiants du Master Integrated Watershed Sciences qui vont présenter deux de leurs travaux relatifs aux intelligences artificielles qu'ils ont produits cette année. Donc, le premier a eu recours à ce qu'on appelle de l'IA générative, donc c'est-à-dire de l'IA qui est capable de générer, en l'occurrence, des images. Et le second est un article de vulgarisation sur l'intelligence artificielle qui a été publié dans le journal Décodé, mais on vous détaillera tout ça plus tard. Le master AWS, donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas familiers, c'est un parcours interdisciplinaire et international de M2 qui réunit en fait des étudiants qui viennent de différentes disciplines afin de travailler ensemble de manière transversale sur les problématiques liées à l'eau et notamment donc afin de proposer des solutions innovantes et holistiques. C'est un parcours de master qui dépend donc de l'école universitaire de recherche H2O Lyon et cette école qui organise la semaine et la journée de l'eau dans lesquelles s'inscrivent ces webinaires. Ensuite, on aura la présentation de Pierre Odisio, donc, qui est en troisième année de thèse et qui porte sur l'étude de la dynamique des rivières via des méthodes de traitement d'images. Donc, son travail vise à développer une méthode visant à améliorer la qualité des images satellites, Landsat, en les combinant à des images qui ont des meilleures résolutions, donc ici Sentinel-2, mais qui ont une profondeur temporelle qui est moins importante. Pierre Odisio donc, est rattaché à la fois au laboratoire de physique de l'École normale de Lyon et aussi à l'unité mixte de recherche environnement, ville, société via une grappe doctorale dans le cadre d'un projet de recherche GLOURB. Et du coup, il y aura une troisième partie à ce webinaire où on va interroger donc les étudiants AWS, nous y compris, et Pierre Odisio sur nos utilisations des IA dans un cadre académique de prime abord, mais aussi dans un cadre créatif. Et puis, on va venir interroger donc la perception qu'on a de ces outils, les perspectives et les interrogations qu'ils peuvent soulever chez nous étudiants. Et cette partie, elle sera tournée aussi sous la forme d'un débat où on va venir exprimer nos points de vue sur ces outils, compte tenu de nos expériences personnelles, académiques et professionnelles également. Donc, si vous avez des questions à ce moment-là, on vous invite à les garder, qu'elles s'adressent individuellement ou au groupe au complet lors du débat. Et le débat va durer une vingtaine, trentaine de minutes. Concernant le webinaire de vendredi, nous accueillerons trois intervenants. Le premier, c'est Monsieur Nicolas Bagdadi de l'IRSTEA. Il travaille sur la télédétection pour l'estimation de l'humidité du sol, ainsi que la cartographie des surfaces irriguées. On aura aussi Pierre Lemaire, ingénieur de recherche spécialisé en computer vision et machine learning, qui travaille dans le bureau d'études STIX 4D, spécialisé en géomorphologie fluviale. Et enfin, nous accueillerons aussi Emma Szymanski de l'Université du Luxembourg, qui nous présentera ses travaux sur la contamination de l'eau avec des approches chimio-informatiques
environnementales. Pour vous présenter un peu plus de contexte sur pourquoi est-ce qu'on organise ces webinaires aujourd'hui, donc ce sont des webinaires qui sont organisés par nous, les étudiants AWS, puisque dans le cadre d'une de nos unités d'enseignement qui a été supervisée par Frédéric Cherki de l'INSA Lyon, nous avons travaillé donc sur les usages des intelligences artificielles dans les sciences de l'eau. Et nous avons réalisé donc 4 états de l'art qui touchent à cette thématique, mais sur 4 sujets différents, à savoir la détection et la prévention des fuites dans les réseaux d'eau potable, le traçage des polluants, la télédétection et la thermie. Et donc, grâce à toutes ces connaissances et pour une autre unité d'enseignement qui était, elle, supervisée par Antoine Vernet du laboratoire LENA, une partie de notre promotion a rédigé un article de vulgarisation avec des lycéens lyonnais sur l'utilisation de l'IA pour la gestion de l'eau et qui a ensuite été publié dans Décoder, qui est un journal de vulgarisation d'articles scientifiques à destination des collégiens et des lycéens. Donc, comme nous l'avons précédemment évoqué, des travaux utilisant l'IA générative ont également été réalisés par certains de nos étudiants qui vont vous les présenter. Et l'organisation de ces webinaires vient en fait en complément de tous ces travaux pour diffuser les connaissances que nous, on a acquises et les travaux que l'on a réalisés et pour présenter en complément d'autres intervenants qui utilisent l'IA dans leurs travaux et partager donc leur vision. Alors, comme a pu introduire Clément tout à l'heure, et avant d'écouter nos intervenants, je vais, moi, vous présenter le contenu de l'article Décodé que nous avons rédigé avec des lycéens du lycée Jean Perrin à Lyon, et qui donc va permettre également de préciser quelques points sur ce que c'est l'intelligence artificielle, afin qu'on commence tous sur des bases communes. Alors, la définition et les catégories d'IA que je vais présenter ici ne sont pas exhaustifs et vous en trouverez d'autres sur le net. Mais la définition que moi je vais prendre, c'est celle du Parlement européen, qui désigne comme IA tous les systèmes qui affichent un comportement intelligent en analysant leur environnement et en prenant des mesures avec un certain degré d'autonomie pour atteindre des objectifs spécifiques. Donc, à partir d'une requête d'utilisateur, les systèmes d'intelligence artificielle sont capables d'analyser, de raisonner et de traiter un ensemble de données dont ils disposent pour répondre à la requête. La notion d'IA, elle date de la seconde moitié du XXe siècle, après donc des travaux d'Alan Turing sur la mesure de l'intelligence des machines. Et ça correspond à l'utilisation des programmes informatiques qui sont dits donc intelligents, capables d'exécuter des tâches qui sont normalement associées à l'intelligence humaine. Plus récemment, c'est peut-être des termes comme le machine learning ou le deep learning dont vous avez dû entendre parler, donc qui, elles, sont des sous-domaines de l'IA. La première, le machine learning, va utiliser des approches algorithmiques afin de donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre de leurs données, et donc, c'est-à-dire de pouvoir résoudre des tâches sans être forcément programmées pour chacune d'entre elles individuellement. Ils sont aussi capables de faire des prédictions grâce à ça. La seconde, donc le deep learning, qui est une sous-catégorie du machine learning apparue plus récemment, utilise des réseaux neuronaux artificiels qui vont imiter le fonctionnement du cerveau humain. Et donc ça permet de résoudre des tâches qui sont plus complexes, mais qui demandent aussi davantage de puissance de calcul. Dans le cadre de notre travail universitaire, nous distinguons l'intelligence artificielle en plusieurs catégories selon l'usage. La première, c'est l'IA générative, donc qui va créer des contenus qui soient textuels ou visuels, selon une description qui est fournie par l'utilisateur. ChatGPT et DALL-E vont être les plus connus dans cette catégorie d'IA. Ensuite, on a l'IA prédictive qui associe l'analyse statistique d'événements qui sont passés avec du machine learning afin d'anticiper des comportements et des événements qui, eux, sont à venir. Par exemple, on peut en avoir des utilisations comme au Ghana, le long du fleuve Pra, qui vont donc aider à identifier la pollution qui est causée par l'extraction illégale. Mais on peut aussi donc combiner le machine learning avec du deep learning afin d'anticiper la température de l'eau en identifiant des patterns. Et ça, c'est permis donc à partir donc, de larges bases de données. Ensuite, on a aussi l'IA cognitive, donc qui, elle, va imiter le fonctionnement du cerveau humain. Elle est capable d'apprendre, de raisonner et de comprendre le langage, comme le feraient les humains.
puis une dernière catégorie qui, en soi, n'avait pas vraiment une, mais c'est l'IA embarquée. Donc, c'est de l'IA qui va être directement intégrée dans des dispositifs électroniques. Alors, ça peut être donc de différentes, plus ou moins, de différentes tailles, plus ou moins grands. Par exemple, des capteurs intelligents qui vont collecter des données de terrain en continu et ensuite qui vont être analysés donc, par des modèles de machine learning ou encore donc l'IA embarquée dans des satellites, par exemple FISAT de l'Agence spatiale européenne, qui va combiner de la télédétection avec de l'intelligence artificielle pour directement, au moment de la capture des images, filtrer celles qui ont une couverture nuageuse trop importante et ainsi éviter la saturation de la mémoire. Voilà. C'était tout pour cette donc introduction à l'IA par rapport à notre travail sur l'article décodé. Et maintenant, je vais laisser la place à Océane Joé et Margot Prédhomme, étudiantes à IWS, pour qu'elles nous présentent leur travail sur l'IA générative. Bonjour à tous. Je m'appelle Margot Prédhomme et avec Océane, on va vous présenter, comme vient de le dire Louis, les travaux que nous avons réalisés donc, dans le cadre d'un enseignement avec Frédéric Cherki sur l'IA générative. Ce sont des travaux qui ont été réalisés avec deux autres personnes qui sont là aussi aujourd'hui, Arnaud Forêt et aussi Donald Bocco. Euh, voilà, donc je vais vous présenter un petit peu, enfin on va vous présenter un petit peu les travaux et les résultats qu'on a pu obtenir grâce à cette IA générative. Alors, pour un petit peu de contexte, nos problématiques de base sont celles du changement climatique et des solutions en fait adaptatives à cette problématique. Donc, comme je viens de vous le dire, problématique actuelle du changement climatique qui se traduit par à la fois une augmentation des jours, en fait, du nombre de jours de forte chaleur, et aussi une augmentation du risque inondation à l'échelle mondiale. Ici, vous avez une représentation de deux travaux. Le premier qui a été mené par Drias, donc sur le nombre de jours de forte chaleur. On voit notamment que la ville de Lyon est particulièrement concernée, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais on se situe sur la ville de Lyon. Et d'autres travaux qui ont aussi été réalisés sur le risque inondation. Donc, tous ces changements, en fait, ils posent problème, notamment dans les villes peuplées comme Lyon, puisqu'elles engendrent de la vulnérabilité. Face à ça, on cherche à trouver des solutions. Dans le cadre de la ville de Lyon, c'est surtout la problématique chaleur qui pose problème, puisqu'on a la question en fait des îlots de chaleur qui se posent. Et une idée pour limiter ces îlots de chaleur, c'est de développer les infrastructures vertes et bleues. Alors, qu'est-ce que sont ces infrastructures? C'est en fait développer tout ce qui va être les petits espaces de verdure, des espaces aussi de fraîcheur avec des infrastructures plutôt type fontaine, etc. Donc, qui vont à la fois mêler l'eau et les végétaux. Pour réaliser tout cela, on a utilisé le logiciel Focus. Le Focus, c'est un programme en fait open source d'intelligence artificielle qui permet de générer des images et de modifier des images à l'aide de prompts. Comment on utilise ça? En fait, ça va être très simple. On trouve une image ou on prend une photo qu'on va venir importer sur le logiciel. Ensuite, on va venir créer un masque. Je vais vous faire voir ensuite par le biais de capture d'écran à quoi ça représente. Et on va venir créer un prompt pour pouvoir en fait apporter les modifications que l'on souhaite. Qu'est-ce qu'un prompt? J'essaye d'être assez concise, mais en fait, c'est un petit texte qui va venir, un petit texte instructif qui va venir en fait donner des consignes à l'IA sur ce que l'on souhaite générer. C'est un texte qui doit être très précis puisque, on l'a bien vu en utilisant ce logiciel, chaque mot a son importance et donne des résultats en fait différents. Dans notre cas, on a surtout utilisé ce qu'on va appeler l'in-paint et l'out-paint. Donc en fait, on va venir ajouter
pas à pas des éléments et enlever pas à pas des éléments. C'est donc une approche pas par pas. Et on va venir aussi télécharger les images au fur et à mesure pour éviter d'avoir des prompts trop compliqués qui peuvent en fait faire varier vraiment les images obtenues. Voilà, donc ici, vous avez des captures d'écran de comment s'utilise l'outil. Donc, vous avez notre image principale qui est ici une image de la place Bellecour. L'espace un peu blanc, c'est le masque qu'on va venir créer avec un outil particulier. Et tout en haut, juste à côté du bouton générer, generate, vous avez le prompt. Alors ici, l'idée, c'était plutôt d'implémenter des jardins, enfin des parcelles de jardin, des fleurs, mais aussi un chemin. Et du coup, vous voyez le résultat obtenu à la fin. Focus propose toujours deux résultats et c'est à vous de choisir celui que vous souhaitez conserver. Point important aussi à prendre en compte, il est possible donc d'utiliser l'outil en téléchargeant le logiciel, mais aussi directement sur Internet par le biais de Google Colab. C'est ce que la plupart d'entre nous ont fait. Et donc moi maintenant, je vais vous présenter plutôt la méthodologie qu'on a suivie. Donc pour ce projet, on s'est appuyé sur les travaux de Bach et de Prodanovic en 2014 sur un papier où ils ont développé des cas d'études avec notamment une approche sur les futurs indésirables et sur des conceptions d'adaptation. Donc on a d'ailleurs eu l'opportunité de collaborer avec eux en échangeant régulièrement pour affiner nos images ou ajuster certains détails. Et donc naturellement, on a utilisé le même outil qu'eux pour qu'on ait une approche plutôt cohérente. Donc bien sûr, il existe d'autres outils d'IA pour générer ou pour modifier des images tels que DALL-E ou Midjourney, mais chaque IA en fait offre des possibilités différentes. Donc, nous avons suivi les deux approches du papier. Donc, dans un premier temps, on s'est axé sur les futurs indésirables. Les deux scénarios qui ont été retenus pour ces futurs indésirables, c'était la sécheresse et les inondations, avec la construction donc de prompts que Margot vient de vous présenter, qui reposait sur deux champs lexicaux plutôt opposés, avec pour la sécheresse des termes tels que herbe sèche, des pierres, terre fissurée, et des mots plutôt comme tempête, nuage pour les inondations. Donc l'objectif de cette première approche était surtout d'apporter un peu au grand public une image un peu des enjeux climatiques en rendant des scénarios plus accessibles et plus immersifs, moins dans l'imaginaire. Ensuite, donc pour l'idéation et design, l'objectif était d'intégrer des infrastructures bleues et vertes que vous a présenté Margot sur des zones où le béton plutôt il domine avec une ombre assez rare. Donc l'enjeu était plutôt d'améliorer l'infiltration de l'eau pour lutter contre la chaleur, mais tout en préservant donc les fonctionnalités des lieux qui offriraient du coup des espaces multifonctionnels. Différentes solutions ont été envisagées pour cette approche, notamment des jardins avec des prompts comme un aménagement inspiré de jardins français avec des fleurs, de l'herbe. Il y a eu la solution également des herbes et des arbres avec des prompts tels que un espace structuré intégrant des rangées d'arbres ou encore une solution telle que les miroirs d'eau avec des prompts comme un plan d'eau réfléchissant les bâtiments. Donc pour ces approches, le choix des lieux n'a pas été laissé au hasard parce qu'il devait être à la fois symbolique, donc connu de tous, mais également permettre d'avoir la problématique étudiée. Donc pour le futur indésirable, nous avons choisi deux sites emblématiques, donc le Rhône à l'Hôtel de Ville et ses berges et le parc de la Tête d'Or, donc qui sont importants à la fois pour leur histoire, pour leur culture et aussi qui ont le rôle de refuge en période de forte chaleur. En plus, ces lieux ont été choisis parce qu'ils ont été touchés par les crues de 1840 et 1856, comme vous pouvez le voir sur la carte qui est sur les diapos, qui montre nos points, la localisation de nos points, donc dans les zones les plus vulnérables aux grosses inondations.
Pour les sites de l'idéation de création, 2 places ont été choisies, 2 places emblématiques, donc la place Bellecour et la place des Terreaux, donc qui sont des lieux avec beaucoup de passages, avec des grands événements qui s'y passent. Donc l'objectif était d'intégrer des infrastructures vertes et bleues, tout en préservant leur patrimoine, leur fonction de lieu de vie et de concilier toutes ces fonctions. Donc, moi, dans un premier temps, je vais vous présenter déjà les résultats qu'on a eu avec donc moi-même et Arnaud Forêt sur l'approche de futurs indésirables. Donc, nous avons le premier lieu que nous avions choisi, donc le parc de la Tête d'Or, avec sur le diaporama les 2 images que nous avons sélectionnées. Une image avec le lac et les espaces verts et une autre image avec les cerfs. Donc pour la première image avec les cerfs, nous avons eu 2 résultats. On s'est basé sur des scénarios que nous avons construits pour former nos images. Donc là, vous voyez un peu un scénario un peu sombre pour cette serre, avec la première image des arbres qui autrefois étaient luxuriants et qui maintenant sont brûlés un peu par la chaleur, qui n'offrent plus beaucoup d'ombre, avec une serre qui est aussi a perdu sa collection de végétaux parce que les sécheresses et les inondations ont fait que cette biodiversité a été perdue. Donc pareil, sur la deuxième image, là, on peut bien voir les inondations. Ce qui est intéressant avec cette image, c'est que comme on a un bâtiment, on se rend bien compte du niveau de l'eau, ce qui est un peu moins facile avec la deuxième image, donc le lac du parc de la Tête d'Or. Sur cette image, on a eu un peu un même scénario. On voulait montrer une détresse en fait, une détresse du paysage par rapport aux sécheresses et aux inondations. Donc la première avec une terre qui est fissurée, un lac qui est pratiquement qu'une mare un peu debout, asséchée, et avec de l'autre côté une inondation qu'on a imaginée par des pluies torrentielles avec un sol qui ne se revitalise plus et donc qui provoque de plus en plus d'inondations. Pour le second lieu, donc qui était à l'Hôtel Dieu et sur les berges du Rhône, on a intégré une dimension un peu temporelle à nos images, donc avec l'image d'un futur proche et d'un futur qui peut être plus loin. Donc à court terme, la sécheresse, elle pourrait rester passagère, laisser encore un peu d'eau visible dans le fleuve. Donc ça, c'est la première image, mais au fur et à mesure des années, donc à long terme, on pourrait s'attendre à ce que les sécheresses, elles s'aggravent et qu'elles assèche lors des épisodes de sécheresse complètement le Rhône. Et donc, ces infrastructures-là, comme vous voyez, les berges du Rhône qui ont été aménagées seraient un peu désertées par la population, car n'ayant plus tellement de fonctions pour le loisir. Et enfin, notre dernier résultat était donc ces 2 images, mais sur l'inondation. Là, c'est un peu plus compliqué de se rendre compte de si on peut être à long terme ou à court terme, mais en tout cas, le fait est que voilà, les inondations, dans tous les cas, engloutiraient progressivement toutes les voies d'accès. Elles engloutiraient aussi les premiers étages des bâtiments, provoquant donc des dégâts considérables et aussi immobilisant la ville de toute sa mobilité. Donc, je vais laisser Margot maintenant présenter ses résultats pour l'idéation et le design. Voilà, bah, du coup, je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus avec Donald sur cette question des infrastructures bleues et vertes. Alors, tout comme pour Océane et Arnaud, deux places avec des photos différentes. Je vais d'abord vous présenter les résultats pour la place Bellecour. Comme dit par Océane tout à l'heure, on a surtout essayé d'implémenter des espaces verts et de l'eau. Alors ici, vous avez un exemple avec surtout les espaces verts. Tout à gauche, un jardin et aussi des arbres et de l'herbe. Pour cette idée des arbres et de l'herbe, il y a encore une fois 2 choses qui sont à prendre en compte et en fait qui sont à prendre en compte de manière générale quand on veut faire de l'IA générative et essayer de faire comme ça
de l'idéation et de la création, c'est d'essayer de prendre en compte les caractéristiques de la place. Dans le cadre de la place Bellecour, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a un parking en dessous et qu'il est donc difficile de mettre en fait des arbres en plein milieu. Donc en fait, deux idées ont été exploitées. Sur l'image du milieu, vous voyez des arbres en pot. L'idée, c'est de pouvoir en fait générer de l'ombre, mais aussi de pouvoir déplacer ces arbres pour éviter d'enlever le parking en dessous. Mais si on prend par exemple pour un futur plus lointain et un aménagement plus poussé, l'idée d'enlever ce parking en dessous, ben, en fait, on pourrait très bien imaginer en fait le retour des arbres au milieu de cette place. Autre idée pensée, c'est ces espaces multifonctionnels. Alors ici, vous avez en fait la dimension sociale qui est vraiment prise en compte. Essayer de rapprocher les populations de la nature et de ces espaces verts. Donc là, vous avez l'exemple voilà, de terrains, par exemple, de foot qui pourraient être envisagés sur ces espaces verts, mais aussi de zones de fontaines, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, avec des zones en haut qui pourraient rapporter en fait cette fraîcheur-là. Deuxième espace, la place des terreaux. À nouveau, voilà, l'idée qui a été surtout mise en place sur cette place, c'est l'idée du miroir d'eau qui vous fera très certainement penser à la ville de Bordeaux. L'idée, c'est d'avoir en fait cet apport de fraîcheur par l'eau et la vapeur, mais de conserver la fonctionnalité en fait de la place, puisque à tout moment l'eau peut être vidée. On pensera notamment à des événements comme la Fête des Lumières, où la place a vraiment besoin de conserver cette fonctionnalité-là. Mais encore une fois, si on souhaite pousser l'aménagement jusqu'au bout, certes en perdant de la fonctionnalité, mais en poussant cette idée d'implémentation des infrastructures vertes et bleues, on peut très bien aussi imaginer de coupler cette idée du mur d'eau avec des espaces de végétation. Voilà, donc pour faire un petit bilan sur la génération d'images et à quoi ça peut servir, en fait, on remarque qu'il y a beaucoup d'aspects positifs, puisqu'en fait, cette génération d'images, elle permet de visualiser des changements, de visualiser aussi la place que peuvent prendre des infrastructures, la création en tout cas de nouvelles infrastructures, et du coup aider à la prise de décision. Dans le contexte des sécheresses et des inondations, cette génération d'images, elle peut aider à la sensibilisation, à voir ce qui pourrait arriver dans un futur qui n'est peut-être pas si lointain que ça. Et pour finir, ça peut aussi aider à construire de la confiance et la compréhension en fait de ce qui peut se passer, de ce qui peut être construit et aider en fait à la fois les populations mais aussi les acteurs de manière globale. Cet outil nous a confrontés à de nombreuses limites. On a décidé d'en conserver 4 qui illustrent selon nous bien les limites de l'outil Focus. Peut-être que ces limites ne seront pas rencontrées par l'utilisation d'un autre logiciel, mais en tout cas, c'est les limites que nous avons rencontrées. La première, c'est la génération en fait de structures épaisses et verticales comme des arbres qui peuvent poser problème. Nous avons aussi rencontré des problèmes par rapport aux échelles et à la représentation de personnes. Ça a été plus facile pour nous de les enlever plutôt que de les conserver. Contrairement aux éléments larges et verticales, les éléments fins et subtils posent aussi problème, notamment tout ce qui va être de l'ordre de la lumière et de l'ombre, mais aussi d'éléments plus subtils comme la vapeur d'eau. Et pour finir, un élément important à prendre en compte, c'est la qualité de la photo de base, qui doit avoir une composition et une qualité presque parfaite si on veut un résultat réaliste. Voilà, c'est tout ce que nous avons à présenter pour cette IA générative et je laisse donc la parole aux organisateurs.
Eh bien, merci beaucoup, Margot et Océane. C'était très intéressant et une présentation richement illustrée. Et puis, merci aussi à tout le groupe qui a participé avec vous à la production de ce travail. Vous avez fait du beau boulot. On va à présent laisser la parole à Pierre Odisio, donc doctorant au laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon, ainsi qu'à l'UMR EVS, qui va vous présenter ses utilisations de l'IA, enfin certaines de ses utilisations de l'IA dans sa thèse. Donc bonjour à tous, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, Ok, bah super. Bah, tout d'abord, merci pour l'invitation et bravo pour l'organisation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le travail que je fais dans le cadre de ma thèse et le lien qu'il y a du coup avec certaines méthodes d'intelligence artificielle aujourd'hui assez connues. Donc je vais commencer cette présentation d'abord en me présentant, les objectifs de ma thèse et dans quel projet elles s'inscrivent. Ensuite, vous présenter les données sur lesquelles je travaille et certaines des applications ainsi que les résultats que j'ai pu obtenir. Donc, comme les étudiants ont pu le dire, moi je m'appelle Pierre Odisio. Je travaille avec Nelly Pousteni, qui est ma directrice au laboratoire de physique de l'ENS, et ma co-encadrante Barbara Belletti, qui, elle, travaille à l'UMR EVS, donc Environnement, Ville et Société. Le projet dans lequel s'inscrit ma thèse est le projet GloUrb, donc pour Global Urbanization. Et ma problématique est la suivante. Je cherche à caractériser en fait l'impact de l'urbanisation sur les plaines alluviales à l'échelle mondiale. Donc c'est quand même une problématique qui est assez grande. Sur la gauche, vous pouvez voir ici l'ensemble des sites d'études qui ont été sélectionnés dans un premier temps et sur lesquels nous allons travailler au fur et à mesure que le projet va avancer. Et à droite, vous pouvez voir du coup les 4 doctorants qui composent la grappe de doctorants, justement, dans le cadre du projet GloUrb. Chacun des doctorants ayant du coup sa spécialité. Il y a Jocelyn qui, lui, est spécialisé en écologie, Liolia en géographie sociale, Fanny en géomorphologie, et moi davantage du coup sur l'aspect technique physique. Donc chacun a aussi sa propre zone d'étude. Moi, je travaille sur une zone qui a l'air assez réduite, que vous pouvez voir sur la droite. Il faut toujours considérer qu'on est là à l'échelle des plaines alluviales et que ça représente finalement une superficie qui est quand même très grande. Typiquement, moi, je travaille, comme vous allez le voir, sur des images Sentinelle-2 et pour travailler sur le corridor fluvial que vous pouvez voir ici, je considère souvent de 2 à 4 images Sentinelle-2 qui font 250 km par 250 km. Donc maintenant, pour vous parler un peu plus de ma thèse, ça c'est un schéma que j'ai développé du coup au cours de ma première année pour pouvoir me situer au fur et à mesure de mon avancement. J'ai pas fait tout dans l'ordre. Normalement, je devais partir de la gauche et ensuite aller vers la droite au fur et à mesure que le temps passe. Moi, j'ai commencé en fait par l'extraction de certains indicateurs, comme vous allez voir dans les résultats qui suivent. Et je vous présenterai tout à la fin le travail que je fais actuellement, qui est un travail d'augmentation de la qualité des données Landsat, et que vous pouvez donc voir ici sur la gauche. Donc c'est quelque chose que j'aurais dû faire en premier. Maintenant, pour apporter quelques précisions un peu sur ce schéma, l'idée c'est finalement d'utiliser 2 bases de données, une base de données constituée d'images satellitaires du projet Sentinelle-2 de l'Agence spatiale européenne, et une deuxième base de données qui est constituée, elle, d'images Landsat, à savoir que Landsat est un projet constitué de 8 satellites, si je ne me trompe pas. Et l'avantage d'utiliser ces 2 bases de données, c'est à la fois un aspect de qualité, parce que les images Sentinelle-2 ont une résolution spatiale très élevée, jusqu'à 10 mètres. Et d'un autre côté, les images Landsat, elles, ont une temporalité très élevée. Comme vous pouvez voir avec les dates qui sont inscrites en dessous, la mission Landsat a commencé à partir des années 70. Et donc l'idée de combiner ces 2 bases de données, c'est à la fois de densifier un peu l'ensemble des données que nous pourrons utiliser, et aussi, et surtout, augmenter la résolution spatiale des données Landsat, qui sont aujourd'hui à 30 mètres, pour les faire arriver à une résolution spatiale plus fine, de 10 mètres, comme celle de Sentinelle-2. Donc ça, je vous le présenterai ultérieurement. À partir de ces 2 bases de données, on souhaite extraire des indicateurs qui vont nous permettre en fait de caractériser l'impact de l'urbanisation sur les plaines alluviales. Donc là, on les a appelés descripteurs.
Il y a des descripteurs qui vont être spécifiques, donc par exemple l'indice de tressage du cours d'eau, la largeur moyenne du canal actif et la variation latérale. Il y a d'un autre côté, puisqu'il s'agit de données multispectrales aussi, des descripteurs qui vont faire un suivi de la variation des valeurs selon les bandes spectrales considérées. Donc ici, j'ai considéré la bande B11 de Sentinelle-2, B3 de Sentinelle-2, qui sont une à 20 mètres, l'autre à 60 mètres, mais on peut aussi directement considérer un indicateur normalisé spectral, donc ici le NDWI, qui lui va nous renseigner du coup sur la présence ou non d'eau sur la zone qu'on étudie. On va localiser du coup ce changement au sein d'une entité géographique qu'on appelle DGO pour Disaggregated Geographical Object. Ces DGO nous permettent de séparer le cours d'eau en différents tronçons et donc de pouvoir localiser plus facilement le changement qu'on aura pu voir via les descripteurs. Et une dernière étape, si le temps le permet, parce que 3 ans, ça passe quand même assez vite malgré tout, c'est de développer du coup une méthode de classification, comme vous pouvez voir ici en bas à droite, qui va nous permettre en fait de déterminer l'origine de ce changement. Donc les 3 étapes, ça va être extraire des descripteurs, localiser le changement et déterminer l'origine du changement. Donc déjà, avec cette colonne du milieu, on peut avoir une première idée de où va être appliquée l'intelligence artificielle. Maintenant, reste la question, dans quelle mesure? Concernant les données que j'ai utilisées dans une première partie de ma thèse et dont je vais vous parler maintenant, il s'agit des données Sentinel-2 et j'ai notamment du coup pu télécharger et travailler sur les données Sentinel-2 sur le cours d'eau de Lhasa au Tibet, qui se situe du coup ici. Je ne sais pas si on le voit très bien, mais c'est du coup ce petit tronçon en noir. J'ai fait de mon mieux pour qu'on puisse le situer assez bien. Et j'ai choisi en fait ce cours d'eau parce qu'il présente des caractéristiques géomorphologiques qui sont assez diverses et qui rendent en fait qui le rendent un site d'étude idéal. Parce qu'on retrouve du coup des sections qui vont être anabranches, qui vont être du coup sinueux, comme vous pouvez le voir ici dans l'image que je pointe avec ma souris, et des éléments qui vont être davantage rectilignes. On a donc 3 caractéristiques géomorphologiques qu'on retrouve dans beaucoup de fleuves à travers le monde, dans un seul endroit. C'était donc un site d'étude test idéal. Ici, je vous montre donc un exemple de DGO sur lequel je vais vous montrer les résultats dans les diapositives qui suivent. Ici, vous pouvez voir du coup, en partant de la gauche vers la droite, l'ensemble du cours d'eau qui passe par la ville de Lhasa, séparé en un certain nombre de DGO. Et moi, j'ai travaillé typiquement sur le DGO 19, que j'ai mis tout à droite en couleur rouge, vert, bleu. Donc on peut voir qu'il y a des tronçons qui sont très fins sur la partie haute de l'image et qui vont être plus difficiles à détecter, et où il y a de l'eau évidemment. Et dans la partie basse, on a des sections qui vont être beaucoup plus larges, mais qui vont toujours présenter un peu cette sinuosité assez importante. Comme je vous l'ai dit, donc, on a 2 bases de données, une Sentinel-2 et une Landsat. Ici, j'ai mis certaines des caractéristiques que je peux vous résumer assez rapidement à l'oral. C'est donc que pour les images Landsat, on a des résolutions spatiales qui vont de 10 à 60 mètres, alors que pour Landsat, on est nettement au-delà, on va de 30 à 120 mètres. Et aussi pour les bandes spectrales qui sont acquises par chacun des satellites, on en a 13 pour Sentinel-2, alors qu'on en a uniquement 7 pour Landsat. Une autre information qui est importante du coup pour faire un suivi des cours d'eau au cours du temps, c'est la revisite d'un même lieu sur la Terre par le satellite. Avec Sentinel-2, on peut avoir une image du même site d'étude tous les 5 jours, alors que pour Landsat, c'est tous les 16 jours. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez impactant, surtout si on veut faire des suivis suite à des phénomènes naturels assez intenses. On va avoir des données au plus tôt après que l'événement ait eu lieu. Donc là, Landsat, c'est quand même très avantageux. Ici, vous pouvez voir un ensemble d'images NDWI, donc Normalized Difference Water Index, du cours d'eau de Lhasa sur 5 DGO différents. Les zones qui vont être les plus claires sont celles ayant le plus de chances d'avoir de l'eau au sein des pixels, tandis que celles les plus foncées vont être celles où il y aura plutôt d'autres classes d'appartenance comme de l'eau, comme du sol à nu, des bâtiments, de la végétation, en fait tout autre type d'éléments que l'eau. Ici en bas,
je vous ai indiqué les bandes spectrales qui sont utilisées pour Sentinel-2 pour calculer du coup le NDWI. Et maintenant que nous savons tout ça, je vais donc vous présenter certaines des méthodes que j'ai employées et qui m'ont permis d'obtenir certains premiers résultats sur ces DGO, donc ces extractions d'images Sentinel-2 que j'ai transformées en NDWI. J'ai comparé 3 méthodes. Donc la première méthode et la deuxième sont des méthodes dites de seuillage. Donc pour les images NDWI, nos valeurs vont uniquement de -1 à 1 et on suppose que les valeurs qui sont entre 0 et 1 appartiennent à l'eau, tandis que celles entre 0 et -1 sont plus susceptibles d'appartenir à toutes les autres classes. Donc pour la première et la deuxième méthode, on a choisi ce qu'on appelle des seuils. Donc la deuxième et la troisième méthode, pardon, donc les deux que j'ai affichées, la méthode Otsu et la méthode de hard thresholding, on va choisir un seuil, donc soit de façon automatique, comme on fait sur Otsu pour la méthode Otsu, où finalement on va regarder sur un graphique la répartition des valeurs des pixels et on va regarder là où se trouve le minimum pour en fait chercher un point qui crée une frontière en fait la plus importante entre les différentes distributions. Donc ici, on voit qu'on a une colonne très importante sur la gauche et deux gros ensembles sur la droite. Donc on juge le plus pertinent, le seuil le plus pertinent, que le seuil le plus pertinent se trouve ici. Alors que pour le hard thresholding, ça va être en fait selon l'utilisateur de choisir le seuil qu'il pense être le meilleur. Donc nous, on a choisi 0. Parce que comme je l'ai dit, la distribution des valeurs est entre -1 et 1. Et enfin, pour la dernière méthode, c'est une méthode qu'on dit d'optimisation, qui va être un peu plus complexe et qui va commencer à se rapprocher davantage aux méthodes dites de machine learning. Parce qu'on va en fait, via des itérations, demander à l'algorithme de rapprocher le plus possible les pixels dans 2 groupes qui doivent être du coup les plus proches de valeurs qu'on a indiquées là aussi initialement. Moi, dans mon cas, j'ai indiqué -0,5 et 0,5. Du coup, -0,5, ça va être pour toutes les classes qui n'appartiennent pas à l'eau et 0,5 pour les classes qui appartiennent à l'eau. Donc pourquoi j'ai pas choisi -1 et 1? Tout simplement, c'est pour avoir quand même une certaine marge d'erreur pour que l'algorithme puisse en fait naviguer autour de ces valeurs et ne pas choisir des extrémas qui auraient du coup produit des résultats un peu trop stricts en fait. Et donc ces 3 méthodes, je les ai utilisées pour obtenir des segmentations sur l'image NDWI que vous pouvez voir à gauche et en couleur à droite. Et donc une segmentation, ça va être quoi? Ça va être en fait une méthode qui va chercher à isoler les éléments d'intérêt indiqués par l'utilisateur, donc pour nous ici l'eau, par rapport à tout le reste. Donc moi, durant les premières semaines de ma thèse, j'ai choisi ce DGO un peu par hasard et après je me suis rendu compte qu'il était quand même pas mal parce qu'on avait beaucoup de détails, notamment un peu cette petite tête de diable qu'on voit ici. Donc on voit la bouche, l'œil, les oreilles, ça peut avoir l'air un peu rigolo dit comme ça, mais l'importance de ces détails nous permet aussi d'évaluer du coup l'efficacité des méthodes qu'on a utilisées ensuite. Donc ici, vous avez 3 résultats de nos méthodes de segmentation. Donc les 2 méthodes de seuillage, hard thresholding et Otsu thresholding en bas, et notre méthode d'optimisation qui se rapproche du coup des méthodes de machine learning en haut. On peut voir que la méthode Otsu est particulièrement mauvaise. Comme je vous l'ai dit, du coup, là, on voit très bien l'importance des détails qui ont complètement disparu sur la méthode Otsu. On voit en remontant à l'image du dessus que là, on commence déjà à préserver davantage la structure géomorphologique du fleuve. On reconnaît notre petit visage de diable. On voit aussi la section 2 qui continue dans la continuité normale du cours d'eau. Et pour la méthode d'optimisation, on voit que c'est un résultat qui reste assez bon. On reconnaît pas mal de détails. Mais par contre, ici, là où j'ai mis ma souris, on peut voir que ça a été coupé, contrairement à la méthode hard thresholding. Donc là, on peut se demander, c'est bizarre quand même. Ça, hard thresholding, c'est vraiment, moi, je considère toutes les valeurs qui sont en dessous de 0 comme n'étant pas de l'eau et au-dessus comme étant de l'eau. Celle-ci, par contre, c'est une méthode qui est beaucoup plus complexe, qui va chercher à optimiser un paquet de paramètres
Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça segmente pas bien. Et du coup, on va retourner un peu sur les images de la diapositive précédente que vous voyez ici, et on peut se dire: «Mais qu'est-ce qui a pu affecter dans ce coin-là ma segmentation sur ma méthode d'optimisation?» Et finalement, ce qu'on voit aussi en comparant avec, notre image en couleur à droite, c'est qu'on a l'ombre d'un nuage. Alors déjà, les nuages, c'est vraiment le pire ennemi des personnes qui étudient les images satellitaires, et en plus, l'ombre peut affecter de façon assez importante, comme on le voit sur les résultats de la diapositive suivante, nos méthodes de segmentation. Donc ça va complètement biaiser en fait les informations qu'on cherche à récupérer, du cours d'eau. Parce que typiquement là, on peut se dire: «Notre cours d'eau fait 50 mètres de large», il se restreint de façon très importante, il arrive à 10 mètres, voire il se ferme presque et après il devient énorme. Donc là, ça peut être, des erreurs qu'il faut toujours garder en tête. Et maintenant, je vais du coup parler davantage des méthodes d'apprentissage profond, donc de deep learning. Et en fait, cette méthode qui s'appelle du coup, il s'agit d'un réseau reconnecteur qu'on appelle GERECO. Donc c'est une doctorante, Sophie Carneiro Esteves, de l'université de Clermont-Auvergne, qui a développé, cette méthode d'apprentissage profond. Nous, on l'a intégrée à la méthode d'optimisation que je vous ai montrée juste avant. Et là, déjà, on aborde, un sujet qui est assez intéressant, c'est que cette méthode-là, Sophie l'avait développée pour, créer des reconnexions dans des images déjà segmentées, donc des images déjà binaires, où on n'a que des valeurs de 0, c'est-à-dire les pixels en noir, et de 1 en blanc. Elle avait développé cette méthode pour créer des reconnexions dans des images de vaisseaux sanguins du fond de l'œil. Donc là, sur l'image de gauche, vous avez, l'image telle que les docteurs et elle voyaient dans un premier temps, donc la vérité de terrain en quelque sorte, avec un zoom sur 3 zones différentes que vous pouvez voir en bas et que vous pouvez voir aussi en haut, du coup les carrés bleus, verts et rouges. Et à droite, vous pouvez voir du coup l'application du réseau reconnecteur à cette image. On va se concentrer sur le petit carré vert où on peut voir que les reconnexions ont été faites de façon propre et ont donc permis de recréer des connexions entre des vaisseaux sanguins qui avaient disparu à cause de la méthode d'acquisition. C'est comme si vous prenez une photo, il manque des objets parce qu'ils sont cachés, par exemple, je ne sais pas, par un nuage de buée. Eh bien, si vous utilisez ce genre de méthode, il va arriver à déduire par rapport à au voisinage des pixels, qu'est-ce qui devrait se trouver au milieu? Et donc ça a une importance, considérable, notamment là, dans des domaines médicaux. Et nous, on s'est dit: «Pourquoi pas l'utiliser du coup pour, segmenter nos cours d'eau ou enfin l'intégrer à des méthodes de segmentation, de nos cours d'eau». Donc pour ce faire, on a considéré le DGO19 que je vous avais montré précédemment, avec des sections assez fines du cours d'eau en haut et plus larges en bas, mais toujours avec cette caractéristique anabranche, du fleuve, ce qui rend assez complexe le site d'étude. Et donc là, on peut voir les 4 méthodes de segmentation. Donc high thresholding, comme on l'a vu tout à l'heure, qui donnait des résultats pas trop mal. Au-dessous thresholding, qui, donnait des résultats qui étaient complètement biaisés. On avait une paire de détails de notre tête de petit diable, qui était très importante. Notre méthode d'optimisation, qu'on a montré tout à l'heure, et la méthode d'optimisation plus le réseau reconnecteur. Donc ici, pour simplifier en fait la visualisation des reconnexions, faites par notre, méthode d'apprentissage profond GERECO, on a gardé uniquement les contours de notre, segmentation. Typiquement, ici, nous avions du coup toute la zone en blanc, c'était la zone qui avait été segmentée en zone terrestre et toute la zone en noir comme étant la zone eau. Ici, on a gardé que les limites entre les différentes zones pour voir le comportement de notre réseau reconnecteur. Donc déjà, ce qu'on peut dire en regardant ces 4 images et si on fait, si on néglige un peu la méthode au-dessous qui est mauvaise comme on l'a vu, mais c'est bien d'avoir une référence basse, c'est que finalement, on obtient à chaque fois des résultats qui sont tout de même bons et ce qui va changer d'une méthode à l'autre, entre la première et les 2 dernières, c'est la disparition de certains éléments. Donc on peut voir que pour la méthode d'optimisation,
proximale, celle-ci, on a une disparition de la plupart des objets isolés qui se trouvent normalement ici en haut à gauche et qu'on a encore dans notre méthode de hard thresholding. Et cet aspect est encore plus accentué dans la méthode d'optimisation proximale, plus notre méthode d'apprentissage Jericho, qui est censée faire des reconnexions. Donc là, déjà, on a une perte d'informations importante. On peut voir que pour le segment assez fin du cours d'eau qu'il y avait en haut, on a là aussi une diminution des données qui vont rester présentes jusqu'à la fin de notre algorithme. Par contre, sur la partie du bas, on peut voir que l'algorithme Jericho a fait quand même un bon travail par rapport à la fois à la méthode d'optimisation proximale sans Jericho, mais aussi par rapport à Otsu thresholding. Quand on regarde uniquement les contours pour la méthode, pardon, pas Otsu thresholding, mais high threshold, on peut voir que c'est quand même des éléments qui vont être un peu éparpillés. On ne retrouve pas les liaisons qu'il devrait y avoir entre les différents éléments du cours d'eau. Alors que pour l'image qui est tout à droite, celle utilisant du coup la méthode d'apprentissage Jericho, on a quelque chose qui va être davantage homogène et plus cohérent. On peut voir du coup qu'il y a des sections qui vont se recréer ici où j'indique avec la souris et au-dessus, contrairement du coup à ces éléments fragmentés qu'on avait juste dans le résultat de gauche et où il y avait des trous. Donc finalement, cet exemple, j'ai voulu vous le présenter parce que on voit en fait la transférabilité des méthodes d'apprentissage profond. C'est-à-dire qu'on peut avoir une méthode d'apprentissage profond qui a été développée pour une certaine application, mais finalement, si cette application est assez semblable à ce qu'on étudie, ou si on peut réentraîner en quelque sorte notre méthode d'apprentissage, eh bien, rien n'empêche de la réutiliser, contrairement à des fonctions plus communes qui sont ultra spécifiques. Maintenant, j'ai terminé du coup avec ces résultats concernant la segmentation du cours d'eau et je voulais vous présenter du coup le travail que je fais actuellement et qui va se servir de façon assez importante de l'apprentissage profond. Et il s'agit en fait de l'augmentation de la résolution spatiale des données Landsat, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Tout à gauche, on a une image Landsat. On voit que la résolution est moins bonne que notre image, que pour notre image Sentinelle. Parce qu'en effet, pour Landsat, on a du coup des pixels qui font 30 mètres, 30 mètres de résolution spatiale, alors que pour Sentinelle, on a 10 mètres. Et donc, même si les images sont en nuances de gris, on voit quand même bien la différence. Et l'idée, c'est donc de fournir ces deux images en entrée d'un réseau d'apprentissage, de lui dire, écoute, moi, j'ai cette image-là à gauche, je voudrais que toi, à partir de celle-là, tu arrives à m'obtenir une qualité comme celle-ci. On va lui donner des gros ensembles de données. Donc typiquement, moi, je suis en train d'entraîner actuellement un réseau de neurones avec 400 paires d'images comme ça. Et c'est encore très faible parce que quand on regarde dans la littérature, beaucoup de modèles sont entraînés sur 1 million de données. Donc 400, c'est vraiment très faible. Et il faut trouver des méthodes qui vont tirer profit au maximum des données pour éviter d'avoir la nécessité d'en avoir trop. Et donc là, les premiers résultats qu'on avait obtenus, c'est l'image qu'on a reconstruite ici à droite. Donc c'est pas incroyable, mais on avance pas à pas. Et donc pour entraîner ce réseau, il a fallu créer, comme je vous ai dit, des paires d'images Landsat et Sentinel. Et là aussi, c'était un travail à part entière. Parce que finalement, les réseaux de neurones, c'est génial, mais qu'est-ce que ça coûte cher à entraîner? Ça, c'est toute une question. À la fois d'un point de vue puissance de calcul, donc je vous le déconseille de le faire sur votre ordinateur portable si vous voulez éviter de le garder 1 an et ensuite il sera inutilisable, mais aussi concernant la préparation des données sur lesquelles va s'entraîner votre réseau de neurones. Donc ici, je vous ai présenté un schéma sur la méthodologie que j'ai suivie, moi, pour créer ces couples de données. Donc ce qui était le plus compliqué, c'était en fait de trouver des zones sur lesquelles les images Sentinel-2 et Landsat étaient particulièrement alignées. Parce que votre réseau de neurones, comme je vous l'ai dit, il peut être transférable d'une méthode à l'autre, etc. Mais par contre, au moment de l'entraînement, il faut vraiment faire attention de lui donner des choses qui soient cohérentes. C'est comme si à un enfant, vous lui appreniez
le nom des chiffres de la mauvaise façon ou bien à faire des multiplications de la mauvaise manière, lui va réappliquer ce que vous lui avez appris tout le reste de sa vie. Donc le réseau de neurones, c'est pareil. Il faut que les images Sentinel-2 et Landsat se superposent parfaitement pour qu'il puisse comprendre, lui, que l'image qu'il a à gauche corresponde bien à celle qu'il a à droite et qu'il arrive à faire finalement un transfert d'informations et qu'il apprenne. Donc voilà, donc ça c'était un peu la préparation de ma base de données et c'est quelque chose sur lequel je travaille encore actuellement. Donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce n'était pas trop dense et trop rapide. Ben, merci Pierre pour ta présentation, très, très complète, très riche et très utile quand on veut, pour l'utilisation d'images satellites. Euh, on va maintenant passer à une troisième partie, donc la partie débat, donc où tu seras aussi présent, où tu seras présent donc avec les étudiants AWS afin de partager du coup nos impressions, nos perceptions, interrogations aussi sur l'IA et les perspectives qu'on en voit. Et je vais laisser du coup à euh, Colline Héritier et Romain Dopierala le soin d'animer ce débat. Merci Louis pour nous avoir passé la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Ok. Donc pour commencer ce débat, on avait quelques petites questions où on aurait bien aimé avoir votre avis dessus. Notamment, par exemple, est-ce que vous pensez que l'IA, ça peut être un outil d'aide pour différentes études ou une solution à part entière pour répondre à certaines questions dans les sciences de l'eau? Du coup, c'est une question pour tous Oui, enfin, c'est une ou- question pour vous et puis pour les étudiants IWS. Voilà, donc on vous laisse prendre la parole pour donner votre avis un petit peu sur ce que vous en pensez. Ok, bah, si je peux Bien sûr, Ouais. bien sûr. un mot à ce sujet. Euh, En ce qui me concerne, moi j'utilise notamment l'IA surtout comme un outil, plus que un outil qui va me permettre de trouver une solution, mais qui va compléter en fait des éléments déjà existants. Donc ça va pas être quelque chose qui va être une solution en tant que telle, euh, à moins que je n'ai pas saisi entièrement à quoi vous faites référence en tant que solution à part entière. C'est l'idée de cette question, c'est plutôt de savoir quelle est l'approche quand on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est voilà, une totale automatisation de procédés et une perte de contrôle entre guillemets totale de ce qui se passe jusqu'à ce que bah, voilà, on fait une demande et on a un résultat et ce résultat il permet une prise de décision immédiate, etc. Ou est-ce que ça va être par exemple plutôt dans un cas d'application où ça va être des tâches répétitives qu'on va pouvoir confier à l'IA et à partir de ces tâches répétitives, nous en tirer des conclusions avec une supervision humaine et de là avoir une conclusion et une prise de décision. Mais je pense que c'est un peu entre les deux, dans le sens où pour faire des tâches répétitives, ce serait un peu, en quelque sorte, du gâchis d'utiliser l'IA. Euh, Après, c'est très pratique, hein, on a tous, je pense, déjà utilisé ChatGPT, mais développer soi-même une méthode uniquement pour faire quelque chose, il nous suffit de créer une boucle classique sur des langages de programmation pour faire ça. Alors que le fait d'utiliser de l'apprentissage profond, un peu comme pour la méthode de super résolution que je cherche à implémenter et qui utilise la base de données que j'ai créée, ça implique quand même un travail de la part des créateurs trop importante pour faire une tâche répétitive. Donc la flexibilité des méthodes d'apprentissage profond, ça va être, euh, ça va être ça qui va être surtout exploité, quoi. Euh, je sais pas si ça apporte quelques éléments de réponse. Non, je trouve ça pertinent comme remarque. C'est vrai que nous, du coup, enfin, pour mon côté, dans l'utilisation de l'IA, ça a été vraiment un peu une découverte cette année du sujet
profond de l'IA autre que la génération d'images ou faire corriger ses textes, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est cette remarque-là de qu'est-ce que c'est l'IA et qu'est-ce qu'on peut en faire, je la trouve pertinente donc comme réponse de dire que ça peut être un entre-deux, de ne pas se limiter à faire des tâches répétitives, mais d'aller aussi lui demander de vraiment faire un travail qui pour nous serait compliqué à faire et d'avoir aussi bah, une certaine confiance en ses résultats d'apprentissage profond, de machine learning et même de science un peu à part entière avec le traitement des différents types de données, que ce soit de la température de l'eau ou de la pollution, comme on a pu le voir au début avec l'article décodé, pour mieux comprendre en fait ces processus qui sont aussi parfois un peu compliqués à appréhender à l'échelle humaine. Ça donne aussi une autre vision de ces processus, de les imager seulement par des questions de données. Euh, S'il n'y a pas forcément d'autres remarques à ce sujet-là, on peut peut-être passer à la deuxième question un peu pour ce débat. Ce serait un peu de savoir qu'en est-il de l'utilisation quotidienne de ces intelligences artificielles et également dans le milieu professionnel. Quel est votre point de vue et votre positionnement en tant que futur professionnel par rapport à ça? Il y a juste une question dans le chat. Oui. C'est du coup euh, Sonagnon qui pose la question, compte tenu des avancées scientifiques apportées par l'IA et des ressources nécessaires à son fonctionnement, notamment l'énergie, comment tu l'as mentionné, comme tu l'as mentionné en suggérant de limiter l'utilisation de nos ordinateurs portables, peut-on considérer cela comme une avancée écologique? Euh, Moi, je pense pas. C'est surtout pour sauver ton ordinateur que je disais ça. Mais dans tous les cas, que tu fasses tourner un algorithme d'apprentissage sur ton ordinateur ou sur un cluster comme je fais moi. Donc les clusters, ça va être des clouds comme vous pouvez en avoir avec le Drive Google. Ça va, dans tous les cas, avoir un impact carbone conséquent. Mais il y a maintenant quand même une prise de conscience assez importante avec des codes qui se développent pour faire un monitorage en temps réel de l'impact carbone par rapport à la consommation électrique que votre programme nécessite. Donc, moi, je sais, Oui, moi, justement, j'aimerais bien réagir par rapport à ça parce que dans le laboratoire où je suis, on en a parlé. C'est vrai que justement dans cet usage quotidien des IA, nous, ça nous paraît facile. Juste, tout ce qui est par exemple les IA dans le téléphone ou ne serait-ce que le célèbre chat GPT, on se rend même plus compte derrière la consommation qui en fait est énorme. Et il me semble bien qu'il y a une différence entre utiliser cette IA sur Internet et utiliser l'IA de manière locale sur un ordinateur installé. Et alors, j'ai pas envie de citer de site parce que je m'en souviens pas exactement, mais il y a une différence de consommation entre poser une simple question à une IA et poser de multiples questions euh, parce que ces multiples questions vont augmenter la consommation parce qu'il y a des liens qui sont faits entre de nombreux éléments. Donc je trouve ça super intéressant de vraiment prendre conscience que justement dans notre quotidien, on utilise ça comme on utilise un algorithme classique, mais que derrière, il y a vraiment un changement dans, dans la consommation, dans sa consommation, quoi. Et donc, en termes d'utilisation par rapport à ça, est-ce que vous en êtes conscient, mais vous l'utilisez quand même autant que vous en avez besoin, ou est-ce que vous essayez de réduire un petit peu la nature de vos questions et le fait qu'il y ait des emboîtements de questions comme ça? Alors pour ma part, ouais. Pardon, non, 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 allez-y, allez-y. je te laisse la parole.
Bon, bah, pour ma part, c'est un peu comme tout, on en a conscience quand je vais utiliser une IA, j'ai toujours une pensée. Après, c'est vrai que il y a, pour l'instant, j'ai pas changé mon mode d'utilisation des IA parce que par exemple, l'utilisation locale, donc c'est-à-dire installer sur son PC, c'est lourd et ça n'a pas la même efficacité. Mais quand je l'utilise, j'ai le petit truc du mince. Ok, merci pour l'intervention. Et du coup, Pierre, vous aviez un avis, quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, si je peux rajouter, c'est surtout le fait, par exemple, concernant la préservation des ordinateurs portables, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir en fait l'impact physique sur les instruments de ce type de modèle. Parce que comme vous le dites, quand on l'utilise sur Internet, c'est nous on reçoit la réponse, mais l'appareil qui fait le calcul, il est aux États-Unis ou autre part. Par contre, quand vous le faites sur votre ordinateur et que vous voyez qu'en fait, du moment où vous faites une demande sur, sur un algorithme que vous avez créé vous, vous ne pouvez rien faire d'autre parce que votre ordinateur, il est à 100% pris pour développer cette tâche. Là, on se rend quand même compte de les ressources nécessaires pour créer cette réponse. Effectivement, Et c'est vrai que l'aspect de prise de conscience, c'est quand même quelque chose qui, dans tous les aspects sociaux et écologiques actuellement, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise de plus en plus. Donc c'est très pertinent. Merci aussi pour le lien, du coup, pour ceux qui l'ont pas vu dans le chat, que Pierre a partagé, pour justement avoir un calcul d'impact carbone avec l'utilisation des IA. Après, pour rebondir du coup à la question initiale sur l'utilisation tous les jours dans un domaine professionnel, je trouve que l'IA apporte dans un domaine plutôt donc de sensibilisation, un peu en lien avec ce que j'ai présenté, ce que j'ai présenté, cette IA, je trouve, apporte cette vision qu'on n'a pas. J'ai l'impression que le changement climatique, quand on en parle, ou même sans parler de changement climatique, tout ce qui est un peu des catastrophes qui pourraient arriver, c'est un peu dans l'imaginaire de tout le monde. On sait, on nous le dit, vous êtes en zone inondable, très bien, d'accord, j'ai entendu. Mais ça reste un imaginaire, ça reste une visualisation à chacun. Et je trouve que l'IA générative, cette utilisation de l'IA comme ça, euh, pour moi, c'est vraiment un outil qui, pour la sensibilisation, pour la communication, peut être très fort et enlever un peu cette idée d'imaginaire et mettre une image, mettre, comme on a pu le faire, des choses auxquelles les personnes ont l'habitude de voir, sont presque attachées avec des monuments ou des places où ils prennent où ils sont souvent, où ils prennent du bon temps, et vraiment mettre ce genre de situation, donc en fait, un peu leur réalité, dans ce qu'on essaie de leur transmettre, dans ce qui pourrait se passer. Et je trouve que c'est vraiment, ça donne une autre dimension à la sensibilisation, tout simplement. Je trouve que ça, par contre, c'est vraiment intéressant. Oui, juste pour rebondir ce que tu dis, Océane, je suis totalement d'accord. Enfin, de toute façon, c'est un peu le constat qu'on s'était fait, enfin, en tout cas, nos deux groupes sur l'IA générative, c'était vraiment ça, l'intérêt de l'intelligence artificielle pour faire voir en fait ce qu'on ne voit pas et du coup sensibiliser. Mais après, je pense il y a aussi une limite de l'outil qui est hyper importante à prendre en compte. Et enfin, je pense pas révolutionner le monde en montrant des photos, enfin des images comme ça générées par intelligence artificielle. Et aussi, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est la difficulté d'utilisation. Alors certes, on n'a pas eu de formation pour utiliser cet outil, ça a été beaucoup de tests et d'apprentissage personnel, mais il y a énormément de contraintes
qui touche pour moi à un élément très important qui est le réalisme. Et, euh, et ce manque de réalisme, pour moi, il porte vraiment atteinte à cet objectif de sensibilisation. Mais peut-être, encore une fois, ce que je dis est peut-être à prendre avec des pincettes, puisque c'est notre ressenti avec le logiciel qu'on a utilisé et dans un contexte de cours où on n'a pas vraiment eu de formation là-dessus. Voilà. Eh ben, justement, je vais en profiter pour rebondir sur la sensibilisation. Comment est-ce que vous envisagez, de votre côté, avec l'expérience que vous avez sur l'IA, l'intégration de l'IA dans les 10 prochaines années, par exemple? Comment est-ce que vous voyez un petit peu l'évolution de cet outil-là? Avec ce qu'on a évoqué un peu auparavant, l'usage responsable, la prise en compte du coût énergétique, ce genre de la gestion des données également. Très bonne question. J'avoue que je pense être amenée à utiliser l'IA, donc on est d'accord, on parle d'IA générative là dans la sensibilisation ou tout type. Tout type d'IA. Après, toi, tu as utilisé l'IA générative, donc ton avis est peut-être axé sur ça spécifiquement. Mhm. Bah, pour ce qui est de la sensibilisation, oui, je pense si un jour je suis amenée à travailler avec des gestionnaires, des syndicats ou quoi que ce soit, et que j'ai la nécessité de proposer un projet, je pense pourquoi pas l'utiliser pour justement mettre une image sur des propos qui peuvent, si jamais, être un peu compliqués ou devant des personnes qui peuvent être un peu réfractaires ou qui en ont pas la vision que moi je veux leur donner. Et puis, Merci. et puis pardon, Romain. Pour rebondir un peu là-dessus, on est aussi sur une dynamique d'efficacité et d'efficience en fait des calculs d'IA. Et je pense très honnêtement que dans un futur relativement proche, on va nettement baisser un peu cet impact carbone quand on voit des modèles, même sur des modèles de langage du DeepSeek euh, comparé à un chat GPT par exemple, qui est beaucoup plus efficace à beaucoup moindre énergie. Bah, c'est aussi encourageant sur un peu cet impact carbone de l'IA dans le futur. Tout à fait. Merci pour votre participation à ce petit débat. On va passer aux questions pour être sûr d'avoir le temps de le faire. Donc, avant tout, pour conclure ce débat, ça a été donc intéressant d'avoir votre avis sur ce qui va venir avec l'IA. Et puis, on va pouvoir aussi profiter vendredi d'avoir trois autres exemples d'applications qui vont peut-être aussi vous aider, nous aider à imaginer ce que sera l'utilisation de l'IA à travers donc l'exemple aujourd'hui de Pierre Odizio et les trois prochains exemples que l'on aura vendredi. Pour les questions, je vous propose de commencer avec les questions sur la générative IA. Du coup, question de chat, ça a été combien de temps avez-vous mis pour arriver à une image satisfaisante? Beaucoup de temps. Et enfin, encore faut-il que les images soient satisfaisantes à la fin aussi. Dans le temps imparti, c'était beaucoup de frustration. Je pense que mes camarades se joindront à moi sur cette remarque-là. Complètement. Euh, en- Merci Océane. Au niveau du temps, hmm, je pense que euh, je pense que 3 bonnes semaines euh, avec pas mal de retouches. Après ces 3 bonnes semaines, bien sûr, en faisant ça, mais pas toute la journée, hein. On s'y pose 1 ou 2 heures, on revient, sachant qu'on était aussi dans l'apprentissage nous-mêmes de l'outil, puisque
On l'a découvert avec ce projet, donc il y avait tout cet aspect de découverte, de test un peu, et également la difficulté plus on faisait des prompts et du moins on en avait l'impression, moins l'IA était performante, en fait. Mm. Ça, je suis bien d'accord. En fait, au fur et à mesure des itérations et des réitérations sur la même image, parce que bien sûr, le but, c'était de prendre une image, de la modifier, de prendre cette image modifiée et de la remodifier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, l'IA a de plus en plus de mal à appliquer des correctifs sur ses propres corrections. Et en fait, c'est une vraie limite. Donc, enfin, ça peut prendre énormément de temps. Enfin, générer une image, tout dépend si on utilise des outils en ligne ou sur un ordinateur. C'est entre 15-20 minutes et, enfin, non, peut-être 5 minutes et 20-30 minutes. Donc, ça prend énormément de temps et une image satisfaisante peut se faire sur une journée, mais c'est beaucoup de boulot, quoi. D'accord. Eh ben, merci pour vos réponses. Je pense que ça nous donne un petit peu une idée de comment utiliser cet outil. Et donc justement, pour rebondir sur l'utilisation de l'outil, est-ce que vous pensez le réutiliser dans le futur pour vos usages? Euh, Personnellement, globalement, oui. C'est un outil que je pourrais être amené à réutiliser. Tout dépend du contexte, mais c'est vrai que pour une illustration, je pense pas l'utiliser vraiment dans un contexte scientifique ou de résultats que je cherche à avoir. Mais vraiment dans une illustration, oui, pourquoi pas. D'accord. Donc pas trop un usage trop vraiment scientifique, par exemple, à mettre dans un article ou quelque chose comme ça, ce serait plutôt non. Non, ouais, pas vraiment, parce que bah, c'est comme disait Margot tout à l'heure, c'est un peu le manque de précision, le manque de... Voilà, c'est... Le résultat c'est un peu un trompe-l'œil, euh, mais le résultat fait un petit peu faux quand même. Ok. Mais pour vraiment poser une illustration quelque part, je sais pas, sur un PowerPoint, quelque chose, oui, pourquoi pas, pour le Oui, je moment. suis assez d'accord avec Arnaud. Pour moi, c'est plutôt quelque chose à utiliser en complément. Si on part dans l'idée d'aider à la prise de décision, euh, c'est pas l'image. L'image peut être utilisée, hein, l'image générée par intelligence artificielle peut être utilisée, et je pense que avec plus de pratique et plus d'entraînement, on peut arriver à des résultats bien plus satisfaisants qui peuvent être utilisés dans ce contexte-là. Mais même, enfin, selon moi, même avec une image satisfaisante, elle s'accompagnera obligatoirement d'un gros discours derrière de sensibilisation. Ah bah justement, tu fais une parfaite transition sur la question d'après. Est-ce que ça peut être justement un bon outil de sensibilisation? Et je rebondis sur ce qu'Arnaud a dit par rapport au fait que ça fait un trompe-l'œil, parce qu'on le voit un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, pour un usage de sensibilisation de cette IA générative? Est-ce que ça peut être pertinent ou est-ce qu'il y a encore des modifications, des choses à améliorer sur cet outil? Euh, Forcément, je trouve qu'il y aura toujours quelque chose à améliorer tant que ça fait pas réaliste. Forcément, on pourra demander toujours plus de réalisme. Mais à la fois, j'ai un côté qui est plutôt satisfait du fait que ce ne soit pas forcément autant réaliste qu'une image, parce qu'après, ça pose la question aussi des utilisations d'images, de l'utilisation de faux un peu, de faire une image et de la présenter comme vraie alors que c'est de, de, créer de toutes pièces. Donc, pour la sensibilisation, je trouve, donc, je comprends l'avis de Margot qui est c'est pas tant réaliste, donc ça peut gêner un peu cette immersion qu'on aimerait dans la sensibilisation. Mais moi, ça me déplaît pas tant que ça, justement pour ces aspects aussi, ces côtés un peu négatifs sur les fake news, du coup. Ok, très bien.
Moi, je Eh voulais ben, juste rajouter quelque chose sur les modèles génératifs. C'est vrai que là, c'est des images du coup qui doivent être compréhensibles par l'homme. Mais par exemple ici, moi j'ai un collègue au laboratoire de physique qui lui va travailler sur ce qu'on appelle des textures. Donc c'est la répétition de fréquences de données dans votre image. Par exemple, on a pas mal de pixels qui ont la même valeur qui se suivent, ensuite pas mal d'autres qui ont une autre valeur qui se suivent. Et finalement, ces images-là ne doivent pas avoir une réelle euh, compréhension à l'œil humain. Ça veut dire que vous n'allez pas voir des objets concrètement. Ça va être vraiment des notions mathématiques qui vont être appliquées à l'image. Et par contre, là, euh, les modèles, ils arrivent quand même à générer beaucoup de données de ce type de façon assez bonne. Et là, on peut aussi faire du coup un parallèle dans le sens où pour ce qui doit être compréhensible par l'homme, il peut y avoir des complications avec l'IA générative qui va créer des objets qui vont pas être forcément, on va dire, naturels ou en tout cas qui vont pas avoir un sens réel. Euh, mais par contre, pour ce qui est de l'application des modèles mathématiques, là, il va être capable en fait de créer des données et donc d'augmenter des échantillons qui sont difficilement ou très longs, comment dire, très longs à créer avec des méthodes classiques, quoi. Donc, quand c'est une utilisation de fonctions ou de formules mathématiques, ça marche quand même plutôt bien. Ok, merci beaucoup pour cette vision qu'on n'a pas forcément justement à AWS, on n'a pas forcément d'étudiants qui ont un aspect physique ou mathématique à la base, donc merci pour cette autre vision que ce que nous on a pu utiliser. Et on a justement quelques questions par rapport à ton travail. Euh, Premièrement, ce serait de savoir comment sont combinées en fait ces deux bases de données, ces images, et est-ce que c'est un type d'approche qui existe ou qui est vraiment en train d'être développé en même temps que ta thèse? Euh, du coup, moi, je pars pas de rien, évidemment. Il y a beaucoup de méthodes, mais chacune des méthodes va avoir un peu sa particularité, et c'est pour ça, c'est aussi intéressant de travailler sur ça, parce qu'on va chacun ajouter son grain de sel. C'est-à-dire que certaines personnes vont prendre, typiquement, moi j'avais une image Landsat et Sentinelle, vont prendre une image Sentinelle, vont la dégrader et vont chercher à augmenter la qualité des images Sentinelle directement. Donc il existe déjà des méthodes qui permettent d'augmenter les images Sentinelle jusqu'à une résolution spatiale de 5 mètres. Et il en existe en fait beaucoup des méthodes différentes dans la littérature qui vont se baser sur différents aspects pour créer ces algorithmes qu'on va dire de super résolution, c'est-à-dire qu'on va augmenter la résolution. Et moi, dans mon cas, euh, c'est quelque chose qui est déjà fait, il me semble, mais pas sur des images satellitaires. Et les images satellitaires, pardon, ça apporte une complexité qui est encore, qui est assez ennuyante, à vrai dire, dans le sens où on doit avoir aussi une préservation des informations géographiques tout le long de notre transformation. Je vais pas, c'est pas nouveau pour vous, quoi. Je vous apprends pas quelque chose de nouveau. Lorsque vous ouvrez une image satellitaire sur QGIS, vous voyez bien qu'il y a des projections qui sont associées. Mais quand on travaille sur des images avec des méthodes de super résolution, de segmentation et autres, on a vite fait de perdre en fait cet aspect de métadonnées associées aux projections et autres. Donc ça, c'est une particularité qui est assez nouvelle dans la méthode que je cherche à développer. Mais les méthodes de super résolution à proprement parler, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est déjà présent dans la littérature et c'est des choses que les gens cherchent à faire depuis plusieurs années. Ok, merci beaucoup. Et une question sur, alors, je maîtrise pas 100% la notion, mais c'est question de surapprentissage, où en fait, bah voilà, à développer un modèle sur une image avec une qualité, une résolution qu'on a aujourd'hui, et une résolution d'image moins bonne, mais avec cette comparaison des deux temporalités, donc on va pouvoir tester l'intelligence artificielle à reproduire l'image, à augmenter sa résolution, mais sur des images où on n'a pas la version actuelle où on n'est pas capable de comparer le résultat de l'IA. Est-ce qu'il y a des soucis possibles sur ce surapprentissage? Je veux dire que voilà, elles sont très bonnes avec les images qu'on a aujourd'hui,
Mais si on passe à des images plus anciennes, il y a une difficulté à avoir une amélioration de la résolution. Mais en fait, ce qu'on va faire lors de l'apprentissage de nos modèles, donc les réseaux de neurones, on va appeler ça des modèles. Notre modèle, on va lui donner un ensemble train et un ensemble eval. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, eval, c'est pour évaluation. Et les images satellitaires, il y a une variété au sol qui est tellement importante euh, que si votre modèle s'entraîne correctement et vous l'évaluez correctement du coup sur votre dataset eval, s'il donne des bons résultats, ça veut dire que finalement, ce modèle-là, si vous l'appliquez à une image Landsat pour laquelle vous n'avez pas de référence, vous avez déjà la certitude qu'il va marcher correctement, parce que vous lui avez fait une évaluation. C'est comme, Ok. en reparlant d'un étudiant, s'il apprend et que finalement il a une bonne note à l'examen, vous vous attendez à ce que si vous lui reposez la question 3 jours après, il soit encore capable de répondre euh, correctement. Et c'est vraiment un point important que tu as souligné là, parce que là, nous, on fait un entraînement avec des données à partir de 2015, puisque Sentinel, c'est à partir de 2015. Donc, on a des données de référence pour Landsat à partir de 2015. Mais entre 2015 et les années 70, on n'a que des données Landsat. Et c'est là qu'on va faire, comme vous avez dit, du coup, une réapplication du modèle en se disant qu'il marchera correctement, quoi. Ok. Merci beaucoup. Et avant de conclure, une dernière question. Euh, Est-ce que du coup, tu penses que ce sera des méthodes qui pourront être appliquées à des organismes de production de données, que ce soit des organismes gouvernementaux ou publics, qui produisent des données voilà, régulièrement à accès très ouvert? Est-ce que c'est des choses qui pourront utiliser pour améliorer les données de tout le monde ou ça va rester encore pendant quelques années un cluster de personnes capables de gérer ce type d'image et de faire ce type de travail? Eh ben, c'est une très bonne question, dans le sens où là, l'intérêt de cette méthode-là, c'est, comme j'ai dit, de densifier un peu la quantité de données qu'on a à disposition à partir de 2015, parce qu'on va du coup avoir beaucoup plus de données avec une résolution de 10 mètres, puisqu'on va transformer toute celle Landsat, et d'augmenter la résolution de celle Landsat avant 2015. Mais finalement, là, dans les dernières années, il y a tellement de projets d'acquisition de données euh, spatiales à disposition qu'on a des résolutions qui sont beaucoup plus fines. On peut penser par exemple aux satellites Pléiades qui peuvent donner en imagerie hyperspectrale des résolutions spatiales de 30 cm. Donc l'idée, c'est ensuite malheureusement un peu aux utilisateurs comme vous et moi de faire l'effort en fait de trouver ces modèles et de les appliquer pour augmenter soi-même la qualité des données à disposition. Mais que ce soit fait de façon massive par les États ou les agences, je ne saurais pas me prononcer sur ça. Donc ça dépendra finalement du rayonnement de la production, c'est-à-dire l'article, à quel point il sera populaire et à quel point les gens pourront en entendre parler pour pouvoir l'utiliser.